Et puis moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est pas que j'ai pleuré, c'est que tout le monde ne pleure pas. Quand on voit les meurtres abominables qui ont été commis, on n'avait pas vu ça depuis les pogroms, on n'avait pas vu ça depuis le nazisme. Elle me reproche d'avoir été émue. Qu'est-ce que c'est que ce tweet? Moi, je crois que Mme Rousseau est un peu perdue. Son étoile est en train de pâlir. J'espère que le pamphlet que je lui ai consacré y est pour quelque chose, dans ce pâlissement. Et j'ai l'impression qu'elle se perd un peu elle-même dans sa stratégie de provocation. Elle aurait mieux fait de s'abstenir de poster ça. Déjà, j'en pensais pas grand bien de cette dame, mais là, franchement, elle se vautre dans une fange dont je ne la croyais pas capable. Éric Nolot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, aux questions d'une certaine idée. Je voudrais commencer par aborder avec vous le sujet du wokisme. Là, on assiste au retour de la grande histoire, la tragédie de l'histoire avec le conflit israélo-palestinien. On a l'impression que le wokisme est une futilité dans ce retour de la grande histoire. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que le wokisme n'est pas finalement une parenthèse d'enfants gâtés et qu'en fait, il va s'effondrer avec le retour de l'histoire? Alors, il y a deux réponses possibles à votre question. D'abord, le wokisme, c'est un projet de contre-civilisation, donc très concerté, très organisé, qui effectivement ne mord pas largement dans la population, disons, des Français moyens, des Français lambda, mais qui exerce une très forte emprise dans un petit milieu, mais très important, qui est le milieu médiatico-intellectuel. C'est un peu un processus gramscien. On s'empare d'abord du pouvoir par les idées, à travers les lieux de pouvoir, et ensuite on essaie de s'emparer de tous les cerveaux en général, et ensuite non plus du pouvoir intellectuel seulement, mais du pouvoir intégral, du pouvoir proprement dit. Donc ce n'est pas en claquant des doigts que ça va disparaître. Deuxièmement, moi je suis même en désaccord avec ce que vous venez de dire, parce que pour l'instant on voit que le wokisme, peut-être ça ne durera pas encore très longtemps, mais le wokisme et l'islamisme sont des alliés objectifs. C'est-à-dire que vous avez dans l'extrême gauche française un soutien, pas seulement à la Palestine, mais un soutien au Hamas, qui est basé sur un raisonnement wokiste. Le wokisme, c'est quoi? C'est l'éveil à toutes les injustices. Vous devez essayer d'être conscient de toutes les injustices qu'il y a dans le monde et, si possible, d'essayer évidemment d'y remédier. Alors, je vais faire un peu d'humour noir, mais il y a un côté presque comique dans la situation, parce que qu'est-ce que c'est que la situation humoristique de base? C'est quelqu'un qui marche sur le trottoir, il y a une bouche d'égout qui est ouverte devant lui, tout le monde la voit sauf lui, et il va tomber dans cette bouche d'égout. C'est ce qui se passe avec les wokistes et les islamistes. Tout le monde voit que les islamistes, si par hasard, par malheur, ils arrivaient au pouvoir, tout le monde sait que ce seraient les wokistes les premiers à se faire égorger. Parce que vous parlez à un islamiste de LGBT, vous voyez, il n'y a aucune lettre qui lui convient. Et quant au plus, ils ne savent même pas que ça existe, et ils ne veulent pas le savoir, ils égorgeront tout le monde en masse. Donc il y a un côté comique, humour noir. Ces gens-là soutiennent des islamistes, soutiennent le Hamas. Alors combien de temps ça peut durer? Ça durera tant que la phase d'extension de l'islamisme durera. Vous avez vu quand même que dans certains journaux, dans certains médias, il y a quand même une forme de complaisance, pour ne pas dire parfois de complicité, avec les agissements du Hamas, avec les aspects les plus contestables de la cause palestinienne. La cause palestinienne, en tant que telle, je la trouve très respectable. Mais quand elle fournit le prétexte à éventrer des femmes enceintes, à cuire vivants des êtres humains, je trouve que droite, centre, gauche confondus, tout le monde devra avoir le même discours. Or, le wokisme empêche ce discours anti-islamiste de se tenir. Donc pour l'instant, le wokisme a le vent en poupe. Je voudrais revenir sur, c'est pas forcément complètement déconnecté de ce qu'on vient de dire, mais sur le tweet de Sandrine Rousseau qui a raillé vos larmes sur le plateau de CNews. Je cite, « Ces larmes, c'était avant ou après avoir écrit le livre avec l'antisémite revendiqué Alain Soral ». Est-ce que vous pourriez nous donner une réponse à ce tweet ? D'abord, elle parle d'un livre qu'elle n'a pas lu, puisque j'ai fait un livre d'entretien qui est en fait un livre de castagne avec Alain Soral, où pendant 200 pages, nous nous mettons sur la gueule. On peut appeler ça un livre avec un antisémite, moi j'appelle ça contre. J'ai fait un livre contre Alain Soral. Donc elle ne l'a pas lu. Ensuite, elle appelle de ses voeux l'avènement d'un homme déconstruit. J'ai fait preuve d'une certaine déconstruction, j'ai laissé parler mon émotion. Et puis moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est pas que j'ai pleuré, c'est que tout le monde ne pleure pas. Quand on voit les meurtres abominables qui ont été commis, on n'avait pas vu ça depuis les pogroms, on n'avait pas vu ça depuis le nazisme. Elle me reproche d'avoir été émue, mais qu'est-ce que c'est que ce tweet? Moi, je crois que Mme Rousseau est un peu perdue. Son étoile est en train de pâlir. J'espère que le pamphlet que je lui ai consacré y est pour quelque chose, dans ce pâlissement. Et j'ai l'impression qu'elle se perd un peu elle-même dans sa stratégie de provocation. Elle aurait mieux fait de s'abstenir de poster ça. Déjà, j'en pensais pas grand bien de cette dame, mais là, franchement, elle se vautre dans une fange dont je ne la croyais pas capable.
Merci. Vous vous présentez comme un homme de gauche. Est-ce que c'est possible aujourd'hui encore d'être de gauche ? Surtout depuis que la France insoumise existe, si je puis dire. Oui, mais vous avez relevé la contradiction dans votre question. La gauche a été remplacée par l'extrême gauche. Quand on parle de la gauche aujourd'hui, on ne parle pas de la gauche telle que je l'ai connue. J'avais 20 ans en 81. Moi, j'ai voté pour Mitterrand. C'était la gauche, cette gauche qui n'existe plus, qui a été balayée, le score de Benoît Hamon, le score d'Anne Hidalgo, c'est pas la peine d'y revenir. Donc en effet, je ne peux pas être d'extrême gauche puisque cette extrême gauche a trahi toutes les valeurs fondamentales de la gauche. Des valeurs d'ailleurs qui sont partagées largement à droite. Je parle de la laïcité, je parle de la République, je parle de l'universalisme. L'extrême gauche mélenchoniste s'est développée sur la négation de tout ce qui a fait l'histoire de la gauche. Monsieur Mélenchon était laïcard, on ne disait même pas laïque, il était laïcard. Il est devenu islamo-gauchiste, il se réclamait de la République, maintenant il se réclame du communautarisme. Donc, je ne me reconnais pas dans cette extrême gauche. Moi, je n'ai pas bougé, la gauche a beaucoup bougé, malheureusement dans le mauvais sens. Elle est devenue l'extrême gauche, elle est devenue la NUPES. Et la capitulation en race campagne électorale d'Olivier Faure est une des pages les plus honteuses de la gauche. Qu'Olivier Faure, même après le refus de la France insoumise de qualifier de terroriste le Hamas, ne rompt pas une bonne fois pour toutes avec cette clique, c'est une honte totale. Bon, j'allais dire, il emportera le stigmate aux yeux de l'histoire, mais comme l'histoire oubliera M. Faure, je pense qu'il ne portera rien du tout. Voilà. Mais pour qui on vote alors quand on est de gauche ? À l'ancienne, si je puis dire. Ben là, il n'y a personne qui me représente, puisqu'il reste un moignon de gauche à l'ancienne au sein du PS, mais qui manque totalement d'incarnation. Mais quand vous dites que vous avez voté Mitterrand, ça m'a interpellé, parce qu'il n'y a-t-il pas chez Mitterrand les sources de cette déviation de la gauche ? Non, mais certainement. Seulement en 81, on ne raisonnait pas comme ça. Quand vous aviez 20 ans, vous aviez la conviction, d'ailleurs qui est assez fondée, que c'était le tour de la gauche d'arriver au pouvoir. On était très injuste, évidemment, avec Giscard d'Estaing, qui était plutôt un président réformateur, qui a fait quand même des réformes d'ampleur. Mais pour nous, c'était la monarchie, Giscard d'Estaing. C'était le tour de la gauche. Il y avait un grand lyrisme qui n'a pas duré très très longtemps, il faut le dire. Regardez ce qui est devenu l'antiracisme. Touche pas mon pote, c'est bien comme slogan de base, mais c'est devenu l'interdiction de critiquer l'islam dans ses déviances les plus évidentes. Mais et si vous avez raison, oui. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, vous voteriez pour LFI ? Alors, évidemment, on peut refaire l'histoire, c'est toujours compliqué. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais je vois très bien. Est-ce que je voterais pour la forme de radicalité la plus évidente, puisque à l'époque, c'était Mitterrand pour nous, maintenant. Moi, j'ai toujours été réac de gauche. Donc, de toute manière, ça ne m'aurait pas convenu, même à l'époque. Je suis à la fois un homme de gauche et un conservateur, parce que l'idée de l'extrême gauche qu'il faut tout balayer, que le passé, tout ça est mauvais, allons vers un avenir radieux, et le passé, il faut tout raser, je trouve ça infantile. Et puis je trouve que ça ne mène nulle part. Donc non, je pense que je n'ai jamais voté LFI, je ne vote pas LFI, je ne voterai jamais LFI. Très bien. Et j'ai lu, grâce à vous, un livre qui s'appelle Ocean Songs de Olivier de Kersauzon, dont vous aviez fait l'éloge à l'époque dans On n'est pas couché. Et donc je vous en remercie parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et je voudrais vous demander une question sur la littérature. Alors je crois que vous avez une anecdote sur le bouquin que j'ai hâte de découvrir. Oui. Mais vous êtes à l'origine un écrivain et un éditeur. Est-ce qu'aujourd'hui, votre travail qui est plutôt commentateur, si je puis dire, est-ce que vous regrettez ce métier ? D'abord, j'ai repris mon activité d'éditeur, puisque je dirige une collection chez Léo Cher. Le premier livre est paru assez récemment, et c'est une vieille connaissance que j'ai éditée, Pierre Jourde. Et j'ai repris, cette fois-ci de manière plus régulière, mon activité de critique littéraire dans le JDD, où je fais quand même entre 1 et 3 papiers par semaine. Donc j'ai repris... je me préoccupe à nouveau de choses sérieuses, vous voyez, voilà. Donc j'ai pas de regrets. Si, j'ai des regrets de ne pas parler littérature dans On n'est pas couché, parce que parler littérature dans une émission grand public, c'était quelque chose qui ne se faisait pas beaucoup. Alors, au sujet du livre là, qui vous a tellement plu, oui, j'ai une anecdote que vous semblez ignorer. Donc on reçoit Olivier de Kersauzon, et moi j'étais tombé sous le charme du livre, et d'autant plus sous le charme que c'est pas toutes les semaines qu'on avait ce genre de livre. En général, on avait le pire de la... j'ose pas dire de la littérature, mais du livre, avec les mémoires d'une starlette, un roman de Stéphane Bern, l'horreur, quoi. Et je lis ça, et vraiment, je trouve ça magnifique. C'était une sorte de poésie en prose et tout. Et puis, j'étais tellement content de parler littérature. Je dis, monsieur Olivier de Kersauzon, mais vraiment, votre livre, ça m'a enchanté et tout. Et je crois qu'une dizaine de jours après,
il y a eu un scandale, parce que le type qui a vraiment écrit le livre, hein, qui porte le vilain nom de nègre littéraire, s'est plaint auprès de l'éditeur qu'il n'avait pas été assez payé, ou en tout cas, il y avait un problème contractuel. Donc c'est là où j'ai appris que ce n'était pas M. Kersozon qui avait écrit son livre, mais une plume, maintenant, comme on dit plus élégamment, une plume qui était très douée, parce que même dans ce métier de plume littéraire, de nègre littéraire, comme on disait, il y a quand même une hiérarchie, il y a une aristocratie de gens très doués, et puis il y a des tâcherons comme partout. Mais là, c'est un cas tout à fait particulier, donc vous êtes tombé dans le même panneau que moi. Je vois que ma naïveté est partagée. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Plaisir est pour moi.